J'ai un scoop pour vous, Wimbledon a commencé. Si, Wimbledon a commencé, ça fait 5 minutes qu'on est à l'antenne. Et si tu veux suivre la suite et la fin de ce tournoi guindé, n'hésite pas à t'abonner juste ici. Novak Djokovic, Queen contre le plombier d'Andy Murray. Hurkacz saute, se blesse et saute encore. Une leçon de coaching et de journalisme, c'est le programme humide de ton nouveau digest de Wimbledon. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau. À chaque fois, je me dis classe tes onglets avant de lancer l'enregistrement. Et je les classe pas. On attaque ce côté réseau avec une interview de Giovanni Pesci-Pericard. Ne me quittez pas, restez sur cette vidéo parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Moi je pensais que le coaching c'était de prendre un gars de 20 ans, 14e mondial, de l'amener à la 7e place mondiale, de le faire stagner techniquement pendant 2 ans, de juste mettre son label sur ce joueur. Mais en fait, être coach, c'est beaucoup plus que ça. C'est plus que faire des TikToks simplement. Et donc Giovanni nous explique qu'il est coaché par Emmanuel Planck. Et regardez un peu comment ça s'est passé leur collaboration. Quand j'ai commencé avec El Malou, il m'a un peu laissé faire. Il voulait voir comment je jouais. On ne se connaissait pas trop. Donc il a d'abord observé. Il a essayé de voir ce qu'il pouvait améliorer dans le jeu très brutal de Pesci-Pericard. Il y avait beaucoup de boulot, dit-il, c'était un gros chantier, il y a eu beaucoup de discussions, il fallait changer des choses parce que déjà je n'avais pas la bonne vision de mon jeu, je ne voyais pas comment j'allais jouer dans quelques années. Et c'est ça précisément la quête d'un joueur de tennis, c'est la quête de l'identité, trouver son identité et appliquer ensuite à l'entraînement et en match cette fameuse identité. Et il y a beaucoup de joueurs de tennis, même des joueurs de tennis qui sont très bons, hein, qui sont 20e, 15e mondiaux, qui n'ont pas vraiment d'identité très claire dans leur jeu, et quand ils se retrouvent en difficulté, quand ils sont dans des moments très chauds d'une partie, eh bien ils savent pas trop quoi faire. Giovanni enchaîne, il dit avoir un coach comme ça qui fait vraiment son boulot. Alors je sais pas, il y a des coachs qui font pas leur boulot, qui regarde à droite à gauche s'il ne peut pas gratter des petites choses ici ou là, qui me propose de corriger certaines lacunes, ça aide beaucoup. Il finit par un point très intéressant, souvent c'est difficile de changer des choses, surtout quand on est tennisman, on a tellement peur du changement, ça c'est vrai hein. Et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde dans toutes les situations, mais il faut changer pour pouvoir réussir, sinon il y a des étapes qu'on ne peut pas franchir. Énorme interview, j'adore. La dernière info de ce côté réseau, oui déjà, le temps passe vite, on s'amuse dans cette vidéo, c'est une manœuvre grossière que je souhaitais pointer parce que j'ai vu donc en début de semaine beaucoup de joueurs être questionnés sur le même sujet qui était est-ce que vous préférez les matchs en 3-7 gagnants ou en 2-7 gagnants pour les grands chelems? Donc on a posé la question à Stanislas Wawrinka, on a posé la question également à Carlos Alcaraz, à Daniil Medvedev également. Les réponses ont été diverses, ça a été quand même souvent de dire que les 3-7 gagnants c'est la meilleure idée, surtout que bah voilà, ça fait partie de l'histoire, c'est l'héritage du tennis. Si on se met à passer les grands chelems en 2-7 gagnants, on casse complètement la comparaison des palmarès. Mais au-delà de tout ça, moi ce qui m'intéresse c'est ce journaliste qui a posé la question à tout le monde. Alors j'imagine que c'est Ben Rothenberg parce qu'il a une espèce de lubie par rapport à ça, mais pour moi c'est une manœuvre grossière d'imposer un sujet dans la conversation. Et bizarrement, ce genre de stratégie médiatique, ce genre de stratégie est réalisé par des groupes de médias ou par des chaînes spécifiques, bah ça n'existe pas qu'en tennis. De vouloir imposer des sujets au quotidien, encore et encore, bah ça me fait penser à une certaine situation qu'on est en train de vivre en France, et je trouve ça très intéressant. Alors ok, le tennis c'est un sujet trivial, mais ce genre de méthodes, on les retrouve partout. Je la tiens bien, hein. Je pense que c'est pas mal. C'est l'heure du coin tactique et comment dire, on a vécu un match les amis cet après-midi, c'était vraiment du tragicomique. Donc on a Hubert Hurkacz ici, nous sommes dans le tie-break de la 4e manche qui se prend pour Boris Becker. Alors il adore plonger hein, un peu à la manière de Davidovich Fokina, ce sont des joueurs qui adorent se rouler dans l'herbe, sauter, plonger, sauf que là, eh bien, il s'est éclaté le genou droit dans cette position. S'en est suivi un temps mort médical de 8 minutes 30 en plein tie-break entre Hubert Hurkacz et Arthur Fils, avec un Hubert Hurkacz qui est en train de comprendre manifestement eh bien, que le genou est sévèrement en train de couiner, ça va être difficile de repartir, nonobstant, eh bien, il va quand même repartir, donc il arrive à peine à marcher, hein, disons-le clairement, hein, il arrive à peine à poser le pied sur le gazon, donc la situation est un petit peu triste, et on se retrouve sur le point suivant. Et qu'est-ce que va faire Hubert Hurkacz avec le genou bandé en vrac, incapable de marcher correctement? Eh bien, il va replonger. Donc là, tu te dis, ça fait déjà beaucoup, Arthur Fils va remporter le tie-break, ok, très bien. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Hubert Hurkacz qui va abandonner sur balle de match.
en se mordillant le t-shirt. Je suis très partagé sur ce que j'ai vécu lors de cette rencontre parce que j'ai trouvé Arthur Fils très bon, conquérant, super langage corporel, très agressif également avec son revers, la belle attitude en sachant qu'il s'était préparé depuis le début de la saison pour briller sur terre battue et que, in fine, il se retrouve à faire sa meilleure perf sur gazon, comme quoi le tennis et ses mystères, c'est assez insondable. Et puis, Hubert Hurkacz, on espère que ça va aller quand même, mais... il y a une famille nombreuse dans la tête de ce gars-là. Nous basculons désormais, mes très chers goths, sur le grand angle de cette vidéo et il concerne Novak Djokovic qui a perdu un set face au plombier d'Andy Murray. Alors la vanne n'est pas de moi, je l'ai lu sur Twitter, ça m'a fait marrer. Fern Lee. Donc on attaque avec cette première palette et il s'agissait de constater quels étaient les appuis de Novak Djokovic. On avait vu sur le premier match, c'était quand même assez franc, des appuis en extension, des glissades qui ont beaucoup fait réagir d'ailleurs. Les gens se sont dit mais quelle espèce de dinguerie de réussir à produire ça. Là quand même j'ai trouvé sur ce match Novak, ouais, les appuis étaient un peu chancelants. Hein. Par exemple, alors ici forcément la position elle est un poil caricaturale parce que la balle a eu un rebond bizarre, mais des difficultés vraiment à bien se positionner. Ça a été un thème global dans la partie, mais pas que. L'autre thème pour moi, ça a été à quel point Novak avait vraiment envie de s'embrouiller cet après-midi. Là, il n'y a aucun problème, aucun danger particulier. On est sur le début du deuxième set, il maîtrise bien, il sert très bien. Il n'y a pas forcément péril en la demeure et il va hurler sur son clan, il va crier dessus, il va chercher à s'emboucaner avec à peu près tout le monde. À la fin du troisième, il va pointer du doigt un gars habillé en gris, très nerveux. À la fin du match, il va aller voir ce gars, il va lui dire un petit mot. Derrière, on voit les réactions des gens qui ont entendu ce que Novak Djokovic a dit. Apparemment, bon, c'était quand même un peu salé. Alors c'est bizarre, moi, je trouve, hein, parce que vous connaissez d'autres joueurs comme ça qui s'embrouillent avec le public de cette façon. Novak Djokovic donc qui a bien servi sur les deux premières manches, je le disais en introduction de cette analyse, pas piqué des Hannetons et on l'a vu surtout utiliser donc le service sauté, magnifique, magistral, du service volé avec un poignet cassé, ça il le tient très très bien, on ouvre l'angle, on avance, on vient terminer avec une volée très facile. Dans le tennis moderne, les volées difficiles, les volées basses, avec le spin qu'on peut mettre sur la balle, vaut mieux arriver au filet dans de bonnes dispositions et ça Novak il sait particulièrement bien le faire avec sa technicité qu'il a développée au fur et à mesure de sa carrière. Attendez, je vous rajoute quelques petites flèches comme ça ici. Donc je récapitule, une nervosité palpable et je trouve pas forcément justifiée, même si on peut imaginer, hein, il est un peu nerveux, il a peur de se blesser, il a peur de se faire mal, il y a le genou, il pense à plein de trucs, il somatise beaucoup Djokovic, il adore aussi pourrir son clan, donc une nervosité assez énorme. Il y avait pas mal de vent aussi, on voyait qu'il y avait des bourrasques, donc des difficultés à bien se positionner, mais moi ce que je retiens c'est que donc on a un Novak qui mène 2-7-0, qui a le break dans la troisième manche et qui va faire un jeu derrière pour maintenir ce break absolument dégueulasse, vraiment hein, très mal placé sur la balle, ici faute. Et parfois sur l'arrière aussi, hein, on a senti qu'il avait beaucoup de mal à jauger la distance entre lui, la raquette, la balle. Beaucoup de passivité aussi j'ai trouvé sur certains moments de la rencontre, notamment ici, donc il a 2 balles de break pour servir pour le match à 5-4, il va pas les faire, et on a 5 chops consécutifs en coup droit. Alors ça ce sont des séquences qui sont très rares hein, du côté de Novak, qui est quand même plus proactif sur les moments chauds, qui aime bien construire, trouver de la longueur. Là forcément bah, il a attendu, il a un peu bait Fernley qui n'est pas tombé dans le panneau, qui n'a pas fait la faute, qui a réussi la belle attaque, et Djokovic qui va même lâcher un set, ça vous l'avez compris, avec ce coup droit vers l'arrière, hein, encore une fois, là qui va sortir en largeur. Un autre moment pivot, ça a été au cœur de la quatrième manche, Djokovic qui a 2 balles de break à sauver, je pense qu'il tombe sur un joueur un peu meilleur au hasard, Matteo Berrettini, qui a joué contre Yannick Sinner hier soir, au deuxième tour. C'est possible que ça aille en 5 manches, hein, cette histoire. On va avoir donc un petit sauvetage avec une grosse faute directe en coup droit, ça a été le coup faible du côté de Fernley, et un jeu ensuite vers l'avant pour essayer de sauver cette balle. Djokovic qui va finalement remporter cette rencontre avec un turbo craquage de Fernley qui s'est pris pour Bublik / Daniil Medvedev, une double faute qui est sortie d'1 m, 1 m 50. Quand même quelques petits motifs d'inquiétude, je trouve, pour Djokovic. Alors, il va pouvoir monter en puissance, Hurkacz qui est tombé, donc là, si tu regardes quand même attentivement le tableau, tu te dis il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs sur le papier qui peuvent le battre avant la finale, mais quand même c'était pas forcément franchement rassurant, surtout par rapport au premier tour où je l'avais trouvé plutôt bon, efficace. Là on a quand même vu un match qui ressemble à un bon gros voyant orange. Je veux bien votre avis dans les commentaires si vous avez regardé cette partie du début à la fin attentivement, écrivez-moi, dites-moi ce que vous en avez pensé, développez votre point de vue, votre thèse dans les commentaires. On passe à la volée désormais, et juste pour vous présenter, je trouve ce qui est le thème global de cette première semaine à Wimbledon pour
l'instant, ce sont les matchs âpres accrochés en 5 manches. On a vu pas mal de remontada, même 2 manches à 0 et une remontée avec 3 sets consécutifs. Et par exemple, ici, avec Grigou Dimitrov qui a remonté Chang, super joueur, 19 ans, pas mal de technicité, un petit gaucher là sympa. Mais malheureusement, on a très vite senti dans le 3e, dans la 4e manche que la reprise était inexorable, qu'il y avait beaucoup de fautes, beaucoup de déchets soudainement. Un petit mot rapide, je le glisse comme ça, sur le duel des Brits entre Norrie et Draper. Norrie survitaminé qui menait 2-7 à 0 quand j'ai commencé l'enregistrement. Norrie qui a plus serré le point que Carlos Alcaraz sur toute sa carrière en 2-7. Et on se termine avec le coin prono sponsorisé par les Winamax de Winamax. Vous avez un lien, un subtil lien, un magnifique lien, c'est-à-dire que c'est un lien hypertexte. Vous cliquez dessus, ça vous emmène sur une autre page. Et sur cette autre page, vous aurez une offre exclusive, 100 € de free bet pour toute première inscription sur le site de paris sportif de la Leyenda. Offre exclusivement réservée aux adultes. Demain, beaucoup de pluie. Je vous montre BBC Weather. De la pluie quasiment toute la journée. On aura peut-être une fenêtre 14h, 15h où ça pleuvra pas, mais du coup ça va être chaud. Dans tous les cas, je vous donne les pronostics exacts de ce qui va se passer demain, donc je vous donne tous les vainqueurs exacts. Voilà, comme ça on gagne du temps. Donc on commence avec Shapovalov, Shelton, victoire de Shapovalov, Struff, Medvedev, victoire de Struff, Alcaraz, Tiafoe, victoire d'Alcaraz, Dimitrov, Monfils, victoire de Dimitrov, Sinner, Kecmanovic, Sinner, Fils, Safiullin, Arthur Fils Safiullin, c'est pas demain, ce sera samedi. Donc voilà, vous avez tous les résultats exacts pour demain pour bien ficeler votre combo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, Maître Echargot, pour continuer à suivre ce tournoi exotique qu'est Wimbledon. À très vite, bisous.